Je mets toujours un temps pas possible à écrire un post sur LinkedIn. Pourtant, ça fait 5 ans que j'en écris et je suis suivie par 20 000 personnes. Mais je mets toujours autant de temps à écrire un post et c'est pour une seule raison, je pense à l'algorithme. Tout ce que je le fais pour faire réagir l'algorithme et ça ne m'arrive jamais quand j'écris un email. Parce qu'un email, il n'est pas contraint par un algorithme. Sur votre newsletter, vous êtes totalement libre. Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, quand vous voulez et à toute votre audience si vous le voulez. Écrire une bonne newsletter, c'est en fait beaucoup plus simple que d'écrire pour les réseaux sociaux. Et ça rapporte surtout beaucoup plus. Avec une newsletter, vous obtenez les adresses de votre audience, la confiance de votre audience et puis la proximité avec votre audience. Ah bah tiens, justement, c'est tout ce qu'il faut pour vendre sans avoir à faire le forcing. Alors si vous voulez enfin faire décoller votre newsletter et votre chiffre d'affaires, rejoignez-moi sur Stratégie Emailing. Vous êtes en formation avec moi et un petit groupe de 15 personnes max. On se retrouve 2 fois par semaine et au bout de 3 semaines, je vous garantis que vous aurez une newsletter sous stéroïdes prête à faire croître vos ventes comme jamais. Ne perdez pas de temps, les inscriptions ne sont ouvertes que quelques jours par an. Pour tout savoir, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com/emailing. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 273. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Imaginez-vous en 2007, un jeune entrepreneur ambitieux assis dans un petit bureau, entouré de DVD en attente d'être expédiés. C'est l'histoire de Reed Hastings, le fondateur de Netflix. À l'époque, il se demandait si son modèle de location de DVD par correspondance pouvait vraiment résister à l'assaut des géants comme Blockbuster. Pourtant, au lieu de céder à la pression, il a pris un risque audacieux. Hastings a vu une opportunité là où d'autres ne voyaient que des obstacles, le streaming. Aujourd'hui, Netflix est devenu un titan du divertissement, mais ce succès n'a pas été sans défi. Dans cet épisode, nous allons plonger dans le monde fascinant du pivot entrepreneurial. Je vous propose d'explorer quand et pourquoi il est crucial de réorienter son entreprise pour s'adapter à un marché en constante évolution. Comment est-ce qu'on reconnaît les signes avant-coureurs d'un besoin de changement? Quelle stratégie adopter pour réussir ce virage? Et surtout, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer des entreprises qui ont su se réinventer? Alors, si vous voulez des conseils pratiques qui pourraient bien transformer la trajectoire de votre marque ou si vous avez déjà pensé à pivoter votre entreprise, cet épisode est fait pour vous. Bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pivoter une entreprise ou faire pivoter une entreprise? Parce que c'est pas très français, c'est un anglicisme, pivoter une entreprise, to pivot. Donc, pivoter une entreprise, comme on a l'habitude de le dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, changer son modèle, changer sa façon de faire, changer son produit, changer son activité. En fait, ça veut dire regarder ce qu'on est en train de faire, se dire que ça ne fonctionne plus, pour plein de raisons, on va en parler, et se dire comment est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne, qu'est-ce que je peux changer, bien souvent de façon assez radicale. Donc c'est pas quelque chose qu'on va faire bien évidemment tous les 6 mois, c'est quelque chose qui doit être pensé, c'est quelque chose qu'on ne fait pas au hasard, mais c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire au cours de la vie d'une entreprise ou au cours de la vie d'une marque. Ce que je vous propose aujourd'hui avec cet épisode, c'est de regarder quels sont les signes avant-coureurs d'un besoin de pivot, pourquoi est-ce qu'on va aller pivoter, quelles sont les différentes formes de pivot, comment est-ce qu'on peut faire, quelles sont les stratégies qui vont nous aider à réussir ce changement, et puis peut-être essayer de voir si c'est quelque chose auquel vous seriez sensible, quelque chose auquel il faudrait que vous réfléchissiez pour votre propre situation. Alors c'est parti, quels sont les signes qui vont indiquer qu'un pivot potentiellement est nécessaire? Les premiers signes, c'est les signes finalement que vous allez suivre, en tout cas je le souhaite pour vous, les fameux KPI dont on parle souvent. Alors ils sont différents dans chaque entreprise, mais bien souvent on va quand même commencer par regarder les ventes, votre chiffre d'affaires, votre marge, le taux de satisfaction de vos clients, les retours que vous avez peut-être de vos clients, de vos fournisseurs, votre fonds de roulement. Ce genre d'éléments sont bien évidemment des indicateurs clés de la santé de votre entreprise, sous plein d'aspects évidemment différents. Il n'empêche que si l'un de ces indicateurs
s'effondre d'un coup, ou s'effondre, c'est même pas forcément que d'un coup d'ailleurs, mais s'effondre, ou si plusieurs indicateurs sont malmenés, il est peut-être temps de se poser des questions sur son business, sur son modèle, sur ce qui se passe dans son entreprise. Et l'une des solutions, ça n'est pas la seule, l'une des solutions est peut-être de faire pivoter son entreprise, c'est-à-dire de changer relativement radicalement votre façon de travailler. Qu'est-ce qui peut générer ces changements dans les indicateurs, ça peut être des choses internes comme ça peut être des choses externes, ça peut être de l'évolution du marché tout simplement, ça peut être plus de concurrence, ça peut être un changement de régulation, il y a énormément de choses qui vont venir impacter le résultat de votre entreprise. Donc bien sûr, il faut regarder en interne, est-ce qu'on travaille toujours aussi bien? Est-ce qu'on a changé quelque chose dans notre façon de travailler? Est-ce qu'on a besoin de changer quelque chose? Est-ce que les équipes se sentent bien? Est-ce que les équipes ont toutes les informations? Il y a énormément, bien sûr, vous le savez, de facteurs qui vont venir impacter les résultats d'une entreprise. Il n'empêche que il faut savoir les regarder en face, surtout quand on voit des changements ou des affaissements des résultats. C'est absolument nécessaire de ne pas se voiler la face et finalement de regarder les choses très clairement telles qu'elles sont. Bon, mais alors c'est quoi les grandes raisons, les raisons principales qui vont nous amener à prendre cette décision de pivoter? Il y en a plusieurs, bien sûr, je vais vous en citer 3. La première, c'est un changement d'offre. On se rend compte que le marché évolue, que les attentes des clients évoluent, que peut-être la technologie aussi a évolué. En tout cas, l'offre que vous proposez ne correspond plus aux attentes des clients. Il est temps de revoir votre offre, il est temps de revoir ce que vous proposez. Ça peut être votre produit en soi, ça peut être votre service également ou la façon dont vous proposez votre service. Donc, réajuster son offre ou la façon dont on propose son offre, ça peut être une façon ou une bonne raison d'avoir à pivoter. Une deuxième raison pour pivoter, c'est de s'adapter au marché. Il est absolument essentiel d'être toujours en veille du marché. Et quand je dis le marché, c'est bien évidemment votre marché direct, c'est-à-dire vous, ce que vous faites, vos concurrents, l'environnement direct dans lequel vous évoluez, mais pas que. Ce qu'on voit sur les dernières années, et ça s'accentue bien évidemment avec l'IA, mais ça a toujours été finalement, ce qu'on voit, c'est que vous avez votre marché direct, donc je le disais, votre environnement immédiat, et puis vous avez les mutations de la société. Et les mutations de la société, elles peuvent venir perturber très fortement votre marché de façon ultra rapide, surtout si vous fermez les yeux et si vous regardez que votre petit précaré, bien souvent, vous vous réveillez beaucoup trop tard. Donc, il est important de regarder les évolutions sociétales et de sentir un petit peu le vent tourner. Je pense souvent aux taxis, moi je suis parisienne à la base, aux taxis parisiens qui n'ont pas vu arriver Uber. Alors que finalement, il y avait pour le coup un besoin client, il y avait un changement technologique qui était évident. Les Parisiens, je pense notamment aux Parisiennes dont je suis, qui le soir, quand elles rentrent de soirée, veulent pouvoir se sentir en sécurité. Non, il y a quelques années, quand vous étiez Parisienne et que vous sortiez de soirée, vous deviez attendre toute seule dans la rue à peut-être 3 heures du matin en espérant pouvoir hailer un taxi dans la rue et parfois il fallait attendre longtemps. Niveau sécurité, on se sentait pas quand même méga bien en général. Et puis Uber est arrivé et a comblé ce problème. Vous pouvez réserver votre taxi depuis une application. Vous avez un chauffeur qui vient vous chercher relativement rapidement, etc. Donc, vous avez une facilité d'un point de vue technologique et vous répondez à un besoin client. Ça, ce sont des éléments ultra importants. Alors là, on est sur un environnement quasi immédiat, mais parfois, ce sont des changements sociétaux qui peuvent être plus lointains, mais qui d'un coup tombe parce qu'il y a une technologie qui va vous permettre de changer la donne. Donc très important de regarder son marché immédiat, mais aussi le marché secondaire et d'être prêt à être ouvert, à être flexible et à regarder ce qui se passe et à regarder le changement de façon positive. L'un des plus gros défauts des entrepreneurs, on le retrouve chez les salariés aussi. L'un des plus gros défauts professionnels, c'est le rejet du changement. C'est véritablement quelque chose qui vient ralentir
les entreprises, ralentir les décisions et parfois faire prendre de mauvaises décisions ou ne pas permettre de prendre une décision. C'est un phénomène absolument humain et classique, hein. On a des habitudes, notre cerveau est habitué à une certaine routine, on a donc forcément du mal à accepter le changement. Il n'empêche que, dans le milieu professionnel, si on n'est pas capable de regarder le changement avec un regard ouvert et positif, on risque de se faire berner, de refuser de voir le changement et donc de passer à côté d'un changement fort, d'une mutation forte dans le marché. Donc regardez les évolutions sociétales toujours de façon positive. Et puis troisième raison pour laquelle il est important de savoir, de pouvoir, d'être en mesure de pivoter, c'est d'éviter de se planter, c'est d'éviter le gros échec parfois. Parfois, on n'est pas au bon endroit. Parfois, on a monté toute une marque, toute une entreprise sur un projet qui nous semblait évident à un moment donné et qui ne l'est plus, ou qui ne l'a jamais été d'ailleurs. Parfois, on s'est juste trompé. Il faut savoir reconnaître que ça ne fonctionne pas, qu'on a testé, qu'on a essayé. Et en ça, on a déjà fait beaucoup plus que la plupart des gens. On a testé, on a essayé, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Pivotons, changeons, allons voir ailleurs. Ne continuons pas tête baissée à investir dans quelque chose qui ne va pas marcher. Il faut sauver la marque, l'entreprise. Donc je récapitule pourquoi il est important d'être capable de pivoter. Eh bien parce que ça va nous permettre d'ajuster notre offre, ça va nous permettre de nous adapter aux mutations du marché, puis ça va nous permettre d'éviter un gros échec potentiellement. Donc 3 bonnes raisons de véritablement rester ouvert au pivot. Ça ne veut pas dire qu'il faut pivoter systématiquement, ça veut dire qu'il faut être ouvert à l'idée, à un moment donné, de devoir faire pivoter son entreprise ou sa marque. Alors les 3 grandes formes de pivot, comment est-ce qu'on peut faire finalement pour pivoter? C'est intéressant de les avoir en tête, c'est des schémas, mais c'est intéressant de les avoir en tête pour pouvoir axer sa réflexion. La première, ça va avec l'offre dont je parlais tout à l'heure, c'est un changement produit. Vous vous rendez compte qu'il y a des besoins, des attentes différents, il va falloir modifier le produit, l'offre que vous proposez. Ça, c'est, je dirais, le pivot classique, le pivot immédiat auquel on va penser. Changer le produit, changer l'offre. Il y a un autre pivot assez évident auquel on pense moins, c'est tout simplement de changer de marché. Ça n'est pas de changer ce que vous proposez, votre offre, votre produit. En revanche, c'est de changer l'endroit, la cible à laquelle vous proposez. Mettons, vous avez une offre qui fonctionne très bien à un moment M en France, et puis la mode, mettons c'est un produit mode, la mode est passée en France. En revanche, en Italie, cette mode-là, elle n'est pas du tout passée. Paf, vous pivotez, vous passez sur le marché italien. Quand je parle marché, ça n'est pas nécessairement un marché géographique, ça peut être un marché technologique, ça peut être un marché d'usage. Il peut y avoir 1000 marchés à définir, bien sûr, mais c'est intéressant de se dire, c'est pas forcément le produit, l'offre qui est à jeter à la poubelle, mais l'endroit, les personnes à qui on va le proposer. C'est peut-être eux, c'est peut-être la cible finalement qui a changé. Donc on peut potentiellement regarder le marché. Et puis troisième grande forme de pivot, c'est de faire pivoter le modèle économique, c'est-à-dire la façon que vous avez de gagner de l'argent. Si vous voyez que votre modèle, la façon, la construction, le process qui vous permet de générer du cash ne fonctionne plus, il faut en changer. Pour quelles raisons est-ce que on va pouvoir avoir besoin de changer de modèle? Parce que, par exemple, il y a un changement de régulation, un changement dans les lois qui fait que votre modèle économique fonctionnait à un moment et puis le lendemain, il fonctionne plus ou en tout cas, il fonctionne beaucoup moins bien. Il ne vous permet pas de générer autant de chiffre d'affaires que précédemment. Ou alors, vous aviez un modèle qui fonctionnait sur du B2B et vous devez passer sur du B2C parce que les contraintes viennent à changer, les éléments du marché viennent à être modifier. Votre modèle économique, votre process de création de cash doit être modifié. Donc je récapitule, les 3 grandes formes de pivot, il y en a d'autres, mais les 3 premières formes de pivot potentiellement auxquelles penser et surtout se poser la question de est-ce que c'est là que peut se trouver la solution, c'est changer de produit ou d'offre, changer de marché ou changer de modèle économique. Un exemple de changement de modèle, Microsoft, le pack office.
le pack office il y a quelques années, vous achetiez une licence qui vous coûtait, je ne sais plus, assez cher d'ailleurs. Donc c'était vraiment un pas complexe à faire que d'aller acheter la licence. Il y avait d'ailleurs beaucoup de blagues, de logiciels fake qu'on trouvait ou qu'on se passait sur des CD-ROM sous le manteau. Ça a disparu le jour où ils ont fait un pivot chez Microsoft et ils sont passés de la licence éternelle, je ne sais plus comment on appelle ça, en tout cas la licence où vous achetez une fois le pack office et vous l'avez jusqu'à ce qu'il soit désuet, au système SaaS finalement, c'est-à-dire abonnement. Chaque mois, vous payez 7,90 € je crois, ou je ne sais plus combien c'est maintenant, pour avoir votre pack office. Et puis, c'est une somme qui est, certes, qui ne vous donne pas la permanence de la propriété du logiciel, mais enfin bon, vu que les logiciels sont désuets au bout d'un certain temps, ça n'a pas forcément un intérêt si important. En revanche, le 7,90 €, il est beaucoup plus facile à faire passer dans des petits budgets que le 1000 et quelques euros, je crois, que coûtait la licence initialement. Donc ça, c'est véritablement un changement de modèle. On a soit une propriété, soit un SaaS. On n'est pas du tout sur le même modèle économique. Bon, mais d'accord, une fois que j'ai décidé que j'allais pivoter, que je sais ce que je vais pivoter, comment je vais faire pour le pivoter, c'est quoi la stratégie? Qu'est-ce que je mets en place pour m'assurer de réussir ce pivot? Parce qu'on va se dire les choses, c'est une vraie prise de risque aussi. C'est bien souvent nécessaire, puisqu'on sent que le marché change, que les besoins changent, que notre façon de gagner de l'argent doit changer. Il n'empêche que c'est une prise de risque puisque c'est un changement. C'est bien pour ça que notre cerveau n'aime pas trop le changement. C'est une prise de risque. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer le moins de risques possible? Première chose, et c'est souvent la première chose qu'il faut faire en marketing de façon générale, c'est de passer du temps sur la recherche et l'analyse. Ne foncez pas tête baissée. Ne partez pas seulement à l'instinct. Je sais que moi, je suis la première à dire qu'en marketing, il faut faire preuve d'instinct parce que souvent, notre instinct ne se trompe pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout miser sur l'instinct sans avoir validé en amont autant qu'on puisse valider. Bien évidemment qu'avant de changer tout votre modèle, vous avez intérêt à tester l'eau du bain et à voir si c'est pas une lubie qui vous passe par la tête et s'il y a vraiment un besoin, une demande et si potentiellement vous n'allez pas risquer la pérennité de votre entreprise. Donc recherche et analyse. Le but, comme toujours, c'est de comprendre votre marché et vos clients. Passez du temps à discuter avec vos clients. C'est là que se trouve la clé. Ensuite, bien sûr, communication. Évidemment, il va falloir communiquer sur le pivot. Alors bien souvent, on se dit, oui, il va falloir communiquer sur le pivot, sur notre changement d'offre, sur notre changement de marché, sur notre changement de ce que vous voulez, de modèle. Donc on pense à la communication externe, c'est-à-dire vis-à-vis des clients. Et évidemment, il va falloir communiquer. Vous avez tout intérêt à montrer que les choses changent et qu'elles changent du bon côté. Évidemment. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de communiquer en interne. Si vous avez des équipes, ne laissez pas les équipes derrière. C'est le pire. Souvenez-vous de ce rejet du changement. Le rejet du changement vaut pour tout le monde. C'est un principe dans notre cerveau. Nous n'aimons pas le changement. Les équipes n'aimeront probablement pas cette idée du changement. C'est un phénomène classique. Donc il est absolument essentiel d'emmener les équipes avec vous. Comment faire pour les emmener? Bien souvent, déjà, travailler à de la co-construction. Ne sortez pas une idée de votre chapeau en disant « il faut appliquer, point barre ». Ça n'a jamais fonctionné en tout cas pour pas grand monde. Donc, faites bien attention à intégrer les équipes pleinement dans la construction du projet, dans la communication du projet, et que chacun sache exactement où va l'entreprise, où va la marque, tout simplement parce que sinon, elles ne peuvent pas prendre ce projet à bras-le-corps. Donc, si vous voulez emmener les équipes, il faut vous assurer une communication interne et externe parfaite. Et puis après, la stratégie, je dirais, la plus logique pour le pivot, c'est ce qu'on appelle la stratégie Lean Startup. C'est la stratégie que vous voyez bien souvent si vous êtes sur LinkedIn dans les réflexions des start-upers, c'est de dire on teste et on itère. C'est souvent comme ça que fonctionnent les meilleures modifications, changements à petite ou à grosse échelle. C'est on commence par avoir une idée, tester cette idée et tout de suite itérer. Ne pas attendre trop longtemps. Vraiment, c'est tester l'eau du bain, voir si ça fonctionne et on bouge. Et on avance et on réajuste en permanence. Il faut faire attention quand même avec cette stratégie, c'est ne pas aller trop vite sur tout. Il n'empêche que le fait d'aller vite, ça fait aussi gagner du temps. Donc il faut trouver la juste balance.
certes, et ça va dépendre de la taille de votre entreprise, hein. Microsoft ne va pas pouvoir travailler comme une start-up, c'est évident, c'est un énorme paquebot. Si en revanche vous êtes une TPE, ça peut être intéressant d'aller comme ça tester différentes choses. Les gens ne se souviendront pas de tout ce que vous avez testé, donc c'est pas forcément un drame que de changer, de passer sur un modèle SaaS, etc. Pourquoi pas? Vous avez le droit de tester sur une petite frange de votre cible et puis voir comment ça fonctionne. Si ça prend, à ce moment-là, vous pouvez aller plus loin. Et puis de pivoter, ça peut vous amener loin. Je vais vous donner un exemple. Il y en a plein, mais c'est un exemple célèbre, c'est celui dont je parlais dans l'introduction. C'est l'exemple de Netflix. Oui, Netflix, on connaît évidemment toutes et tous le Netflix d'aujourd'hui. On est quand même très, très nombreuses à l'utiliser. Mais enfin, Netflix, ça fait relativement peu de temps qu'il est en tout cas démocratisé en France, même aux États-Unis. Ça fait une grosse dizaine d'années. Le lancement en France, j'étais chez Ogilvy qui avait le marché de lancement. Ça doit être, je dirais, quelque chose comme 2012, à mon avis. On est dans ces eaux-là. Donc c'est quand même relativement récent. En revanche, Netflix, ça date pas de 2012, ni même de 2010. Netflix a été fondé en 1997. Et qu'est-ce que c'était Netflix? Eh bien, c'était un service de location de DVD par correspondance. Et à cette époque-là, Netflix avait un gros problème, c'est qu'il y avait un énorme concurrent. C'était Blockbuster aux États-Unis, mais c'était cette chaîne de location, de magasins de location de DVD. Donc, vous aviez Netflix qui était un tout petit face à Blockbuster, un immense. Et Netflix a fait son pivot quand il a senti une évolution technologique arriver. Qu'est-ce que c'était que cette évolution? Je l'ai dit, c'est l'arrivée de la montée en puissance d'Internet avec le haut débit, ce qui a permis l'arrivée du streaming et ça a changé la façon dont les gens pouvaient consommer de la vidéo. Et ça, si on ne regardait pas de façon, quand je vous disais, il faut regarder son marché immédiat et son marché secondaire, le marché immédiat, la location de DVD, vous preniez un DVD, voire une cassette vidéo encore quelques années avant, et vous la mettiez dans votre magnétoscope ou dans votre ordinateur. Là, on est sur quelque chose de différent, c'est Internet arrive et d'un coup, on va pouvoir, à la demande, avoir à distance du visionnage de vidéos. Ça change évidemment la donne. Et parallèlement, vous aviez une modification de la demande consommateur qui cherchait des solutions qui soient plus pratiques, plus immédiates, sans effort. On y est encore, mais sans effort. Et la location de DVD, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire sortir de chez soi, prendre sa voiture aux États-Unis ou aller au coin de la rue si vous étiez dans une grande ville, probablement la nuit. Je pense encore aux femmes, il y avait encore ce sujet-là, je m'en souviens, où on allait sur la petite machine qui était plus ou moins éclairée et il fallait mettre sa carte pour prendre son DVD, etc. Ça, c'était pour les machines extérieures. Sinon, il fallait aller aux horaires d'ouverture dans le magasin de location de DVD. En tout cas, il fallait vous déplacer. Ça demandait du temps, c'était pas immédiat, il fallait prévoir de revenir le lendemain ou le surlendemain pour rendre votre DVD. C'était pas simple. En tout cas, ça avait un certain nombre de contraintes. D'un coup, le streaming change complètement tout ça. Netflix, qui avait beau être tout petit, a répondu à deux éléments, deux gros changements, l'avènement du haut débit et le besoin de simplicité, ce que Blockbuster n'a absolument pas vu. S'il l'avait vu, clairement, Blockbuster avait des moyens financiers bien supérieurs au Netflix de l'époque et aurait inondé le marché. Total, Blockbuster n'existe plus. Donc ce qu'il faut en retenir, parce que on va pas tous faire un Netflix demain, mais ce qu'il faut en retenir, c'est anticipation des tendances du marché. Il faut être attentif aux changements aussi bien technologiques que aux attentes des consommateurs. Si vous sentez des changements sociétaux, même s'ils vous semblent un petit peu lointains de votre produit, de votre marché, gardez l'esprit ouvert, gardez l'œil ouvert dessus parce que les changements sociétaux peuvent revenir sur votre marché sous une forme parfois un petit peu inattendue. Deuxième élément, soyez flexible. Sachez vous remettre en question votre modèle économique, votre façon de travailler et soyez capable de vous adapter rapidement. La rapidité d'adaptation peut faire une énorme différence. Pensez Blockbuster, ils n'ont pas eu cette capacité de changement, cette capacité d'adaptation, cette ouverture au changement qui venait. Et puis troisième leçon à retenir, l'innovation.
investir dans des nouvelles idées. Quand je dis investir, ça peut être d'un point de vue budget, mais c'est aussi investir du temps, investir de l'énergie dans l'idée, dans la création. Ça peut vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Netflix a eu cette capacité de s'appuyer sur une nouvelle technologie pour non seulement créer un nouveau produit, mais créer carrément un nouveau marché. Alors pour résumer, quand et pourquoi faut-il pivoter son entreprise? D'abord, il y a des signes indicateurs qu'un pivot peut être nécessaire. Ça va être vos KPIs et puis ça va être des éléments extérieurs bien souvent comme l'évolution du marché, la concurrence, les changements de réglementation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être capable de pivoter? Parce que ça va vous permettre d'ajuster votre offre aux besoins des clients, ça va vous permettre de vous adapter à la mutation des marchés, puis ça va vous permettre potentiellement d'éviter un énorme échec si vous avez choisi la mauvaise route et ça peut arriver. Ensuite, à quoi peuvent ressembler les pivots? Il y a 3 grands pivots, il y en a d'autres, mais il y a 3 principaux pivots. Premier, c'est de changer votre produit, votre offre ou votre produit. Ça, c'est vraiment l'évidence. Le deuxième, ça n'est pas de changer le produit, mais c'est de changer de marché, changer de cible, changer d'endroit où vous proposez votre produit, votre service. Et puis, troisième élément, c'est un changement de modèle, changer la façon dont vous gagnez de l'argent. Ensuite, quelles sont les stratégies qui vont vous permettre de réussir votre pivot? La première des choses, c'est de prendre du temps pour faire des recherches et analyser. Ne foncez pas tête baissée. Allez parler à vos clients, regardez les chiffres du marché, regardez ce qu'il est en train de se passer pour voir quelle serait la meilleure des solutions. Deuxième élément, c'est la communication. C'est absolument primordial sur un pivot. Bien évidemment, il va falloir communiquer en externe auprès de vos clients ou vos futurs clients si vous changez de client. Mais il ne faut surtout pas oublier l'interne. Un pivot ne peut fonctionner que s'il a l'adhésion de l'équipe en interne parce que c'est l'équipe qui porte la marque et l'entreprise. Et puis, troisième stratégie importante, c'est celle des startups, le lean startup, c'est-à-dire tester, itérer, et puis avancer par petits pas, comme ça, pour se rendre compte de la meilleure solution possible. Voilà, j'espère que cet épisode vous donne à réfléchir. Alors, je dis pas, surtout pas, qu'il faut nécessairement pour tout le monde pivoter. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de se dire qu'un jour, on aura peut-être besoin de pivoter et qu'il est nécessaire de garder un esprit ouvert sur les changements de notre marché, les changements de nos produits, les changements en termes d'innovation, en termes de régulation et les changements sociétaux parce que tous ces éléments peuvent venir bousculer rapidement et encore plus à l'ère de l'IA nos marchés, donc gardez l'esprit ouvert. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez encore un petit peu plus du podcast du marketing, je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast du marketing. C'est très facile. Vous allez soit dans les notes de cet épisode, soit sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Il n'y a rien de plus simple comme URL. Sur cette newsletter, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des éléments concernant l'épisode de la semaine. Vous avez aussi tous mes bons plans. Vous avez mes cadeaux bonus. Et puis, vous avez les backstage de ma vie d'entrepreneur. Je vous dis à très vite.